Ben, c'était justement Coup de torchon qui était adapté d'un roman qui se passe dans le sud, en fait le sud-ouest, le Texas de l'Ouest, cet endroit des États-Unis dont le général Sherman avait dit si on m'offrait le choix entre l'enfer et le Texas de l'Ouest, je crois que je choisirais l'enfer et que je louerais le Texas de l'Ouest. Mais c'était quand même une partie du Sud et je me suis dit que j'avais envie d'aller dans les racines, voir les racines de peut-être d'un endroit qu'avait pu côtoyer Jim Thompson. Et puis aussi, du coup, j'avais un très bon ami qui était le metteur en scène Robert Parrish, et lui aussi venait du Sud. Il venait de Géorgie, et tout d'un coup, ça a été l'envie. Je lui ai parlé un jour, si on faisait ensemble un documentaire, et on allait partir dans le Sud, et il m'a appelé tout de suite en me disant « Je viens de voir à la télévision un film sur William Ferris, sur Bill Ferris, qui est un type qui dirige l'Université pour la préservation de la culture du Sud, dans le Mississippi. Et il tourne des films en 9 mm 5, en 16 mm. Il y en avait 2-3 qui étaient présentés et qui étaient tout à fait étonnants. Si je vais l'appeler, et c'est parti comme ça. C'est parti du désir de rencontrer William Ferris, d'aller chercher les racines, à la fois de Paris, les racines de certains auteurs que j'avais aimés. Je connaissais beaucoup d'auteurs qui avaient vécu dans le Mississippi, Eudora Welty par exemple, et je suis parti comme ça, mais c'était sur un coup de tête. Il s'est trouvé qu'à ce moment-là, à la télévision française, il y avait des gens tout à fait formidables. Il y avait Pierre Desgroupes, à qui j'ai fait part de mon projet et qui m'a dit « ça m'intéresse, allez-y, allez-y ». Il coproduisait. Il coproduisait, il a donné pas mal d'argent à un producteur et il achetait à la fois une idée de faire 4 épisodes et de faire un film, et on est parti là-dessus. Et comment est-ce que vous avez tous planifié le tournage? Parce que quand on voit le film, pour ceux qui s'en souviennent, donc Bertrand amène le premier cercle de ses collaborateurs français, le chef opérateur Pierre-William Glen, il y a Chocard, il y a Desrois, oui. Et on a l'impression que c'est presque une espèce de balade sudiste, automnale, comme une colo de vacances. Oui, ça a été un peu ça. Ça a été un peu ça, on est parti sans plan, avec simplement certains arrangements qui avaient été faits par Bill Ferris, qui restait un ami très très cher. William Ferris, qui est quelqu'un avec lequel j'étais toujours en contact. J'ai procédé un peu au lancement du DVD avec lui à Lille. Pourquoi à Lille? C'était un truc mystérieux, mais à Lille, il y avait une association de gens qui étaient intéressés par son travail. Il était venu donner une conférence. Récemment, il a écrit un très gros volume sur le Sud, sur la culture du Sud. C'est un homme qui a enregistré tout ce qui était les petits métiers, les souvenirs. C'était une sorte d'entomologiste de la culture et qui était évidemment aussi intéressé par le blues, qui parlait bien français et qui nous a guidés et qui est devenu un Sherpa, en quelque sorte. Il nous a emmenés, il avait prévu certains endroits, et comme ça se passe aussi, par exemple, il avait prévu qu'on aille filmer des chanteurs de blues, et ceux qu'il avait prévu qu'on aille filmer n'étaient jamais là. Ils étaient toujours partis faire autre chose, comme ils avaient une vie. C'est des gens aujourd'hui qui ont beaucoup de mal à planifier parce qu'ils vivent un peu au jour le jour. Donc, il y a toute une séquence qui a été improvisée avec les voisins de ces chanteurs de blues. Ils étaient là, donc on s'est aperçu qu'ils jouaient tous d'un instrument, qu'ils pouvaient tous chanter. Et du coup, ça me donnait quelque chose de rare. J'avais pas de vedette. En fait, aussi par le hasard, j'ai jamais eu, dans les gens que j'ai filmés, il n'y en a aucun qui n'a jamais enregistré de disque. Mais c'était des gens qui chantaient au quotidien, qui jouaient au quotidien, et c'est tout l'environnement dans lequel ont dû baigner des gens comme Ray Charles, comme Jim Brown, comme Aretha Franklin.
Ils ont dû baigner là-dedans, et pas simplement avec des vedettes déjà connues. Et ça, je trouve que ça donne une réalité. Et je pense qu'on a attrapé une certaine... une réalité du Sud qui, à ce moment-là, depuis, ça c'est un petit peu changé, n'était jamais évoqué dans le cinéma américain. Ouais. Jamais évoqué. Il y a des maisons, ces espèces de maisons, ces intérieurs extrêmement pauvres, ces cours de maisons. Moi, c'est ce qui nous a le plus frappé, où il y a des décharges. Oui. Il y a des décharges, il y a des épaves de voitures, de carcasses de voitures qui sont abandonnées depuis des décennies, qui rouillent partout dans le lycée. Les enfants jouent là-dedans. C'est un monde qui a l'air vraiment d'être absolument abandonné par l'État américain. Ouais. Et il y a un moment que je voudrais qu'on découvre, qu'on redécouvre tous ensemble, collégialement. C'est un moment où tu arrives chez des gens qui travaillent le bois, il y a un ébéniste, oui. Un charpentier, oui. Et qui se mettent à improviser. Ben en principe, on avait rendez-vous avec le chanteur Son Thomas, qui est un type qui a enregistré 2-3 disques. Et ben Son Thomas n'était pas là, malgré les appels de William Ferris, malgré il nous avait dit passez tel jour, il n'était pas là. Et les gens qui étaient autour se sont dit ben, venez, on va vous offrir un verre. Et ils ont tous. On a finalement passé toute la journée, la soirée chez eux, et ils ont décidé de chanter, ils ont improvisé un morceau. Sur les Champs-Élysées. Sur les Champs-Élysées. Ils ont improvisé un morceau sur les Champs-Élysées qu'on a filmé. Voilà. Et tu racontes dans le livre, dans la biographie de Raspien-Jass, qu'en fait le chanteur disait, mais vous venez d'où? Il dit de Paris. Oui. Il dit non, mais Paris, France. Il dit oui, mais quelle est la ville, la rue la plus célèbre là-bas? Les Champs-Élysées. Oui, et voilà. Et pour eux, donc les Champs-Élysées, c'était l'équivalent de Basin Street. Voilà. Pour eux, voilà, il s'est emparé de ça, et avec ça, ils ont improvisé un blues. Eh bien, voici donc ces ébénistes et charpentiers au chômage, filmés par la caméra de Bertrand Tavernier dans Mississippi Blues, et qui improvisent en direct un blues sur les Champs-Élysées. Moi, ce qui m'étonne, je ne sais pas si vous le ressentez également, mais je me demande comment tu as réussi à saisir ce moment de vérité. On a l'impression que la caméra fait partie de la famille, de l'environnement. On a su très très bien se faire adopter par tous les gens qu'on a filmés. On devenait, je sais pas, c'était facile. Les gens liés à l'équipe, à moi peut-être, à Bob Parish, qui était quelqu'un de très amical, mais on voulait plus se quitter. On voulait absolument plus. Ça s'est passé, et ça s'est passé avec tous les gens qu'on a filmés. Du shérif d'Oxford, Mississippi, qui était formidable, ça. Aussi bien que les gens d'une chorale dans une église, où on a eu un contact. Je pense que c'est quand même la première qualité quand vous faites un documentaire, c'est d'arriver à vous faire accepter et à être sur le même pied que les gens que vous filmez. Et là, de manière typique, hein, le blues, il y a un moment où il vire à des choses sexuelles. Le blues était absolument quelque chose qui était connoté sexuellement. On ne le disait pas sans prononcer le mot, encore qu'ils avaient des noms qu'ils utilisaient, des mots qu'ils utilisaient que tout le monde déchiffrait. Qui était très clair quand il dit baby, continue à faire ce que tu me fais, c'est vachement. On ne peut pas s'en empêcher. D'ailleurs, on avait filmé un pasteur qui dit en fait, il était d'abord chanteur de blues, puis après il est devenu pasteur, et il s'est mis à chanter des gospels. Il dit en fait, la musique est la même, il n'y a que les mots qui changent. Au lieu de dire my baby, tu dis Jesus, Jesus, Jesus. Mais en fait, c'est la même chose. C'est exactement la même chose. Et voilà, et il y a, je crois que c'est le type qui chante, qui donne une définition formidable du blues. On lui dit à un moment, je crois que c'est dans sa cour, c'est en se quittant, je lui dis, mais c'est quoi le blues pour vous? Il dit, le blues, c'est quand tu n'as plus de travail et ta petite amie t'a plaqué. C'est raccourci. Oui, mais c'est formidable, hein, c'est formidable, c'est absolument percutant comme définition. Et ce qui est formidable dans le film aussi, c'est qu'on a l'impression que tu pousses des portes
et que derrière les portes, il y a vraiment des univers, vraiment façon 4e dimension, quoi, des univers parallèles. Il y a notamment une séquence, pour revoyer le film, avec une messe dans une église pentecôtiste, Oui. avec un prédicateur vraiment qui vous fout les grelots. Ah oui, 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 à la fin, dans cette église pentecôtiste, quand on est rentré, on s'est dit, dis donc, il y a très peu de monde, ça va être, on va rester quelques minutes, puis après on va se dire, il y a très peu de fidèles, il y avait 7-8 fidèles, et puis il y avait au point de vue, il n'y avait pas vraiment une chorale, il y avait un musicien, et puis un chanteur et la prédicatrice, là. Et après, au bout d'un moment, on a dit heureusement qu'ils étaient si peu nombreux, parce qu'on serait devenus fous. Hein. Avec ça, ils ont réussi à faire un barouf, à tenir un temps. Ça a duré 2h30, ils étaient en transe. À la fin, la prédicatrice voulait stopper le chanteur, elle essayait de le tirer pour qu'il arrête. Là. Et on est sortis, et quand ils ont laissé place à un autre prédicateur qui est très très violent, alors qui proclame, qui voue tout le monde au feu de l'enfer, là on s'est tiré. Mais c'était un défoulement, et c'est là où on a compris chez les adeptes dans le culte pentecôtiste, le seul moment où tu peux te défouler, chanter, c'est ce moment-là. Tu as le droit de danser et de chanter pendant les offices. Sinon, dans le reste du temps, il faut que tu sois très sage. Donc c'est un défoulement, mais énorme, 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 là. Ça, c'est une séquence qu'on n'était pas prêt d'oublier, parce qu'on pensait qu'on allait rester 10 minutes, on est resté, donc, je ne sais plus combien on a fait de magasins, de pellicules. Voilà, c'était... Et puis, au bout d'un moment, on est sortis, on était épuisés, et pourtant avec très, très peu de gens. C'était pas grave, mais c'était extraordinaire. Et ça, c'est une séquence presque étrange, mais il y en a une autre qui, elle, est drôlatique, je dirais presque même dadaïste. C'est une séquence dans une espèce de bar, PMU, salle de billard et barbier. Et sauf que le barbier, il est à la fois, il est barbier mais également bluesman, harmoniciste. Il joue de l'harmonica donc sur un playback, tout en dansant et tout en rasant ses clients. Ce qui déjà, c'est quasiment un contorsionniste. Et vous allez voir ce qui se passe quand son client n'est autre que Bertrand. C'est une séquence hallucinogène. C'était une idée de Paris qui voulait filmer les avatars d'une équipe française dans le Sud, et cette scène en est un des plus spectaculaires d'avatars. Vous allez voir donc le cobaye tavernier, on va regarder la séquence, l'écouter, on peut mettre le son légèrement plus fort, vous allez voir, c'est stupéfiant. J'ai été super bien rasé. Hein. On ne voit pas ton visage, mais on imagine ce désespoir quand tu fais ce geste. Que j'en pouvais plus, moi. Ça faisait 3 fois que j'entendais ce morceau. C'est Caldonia. Le morceau, c'est Caldonia qui chante. C'est un des grands tubes de blues, de rhythm and blues. Et là, j'en pouvais plus, moi, des serviettes et de tout, de repasser, de se faire remettre de la mousse et tout pour vraiment avoir ça. Paris, j'ai vu que c'était un metteur en scène très méticuleux. Très méticuleux. Évidemment, il a chopé des plans très bien, là, le type qui a fui de son rasoir. Heureusement que je ne l'ai pas vu, ça. Mais en fait, tu as souffert, mais pour la bonne cause, puisque oui. Quand le film est sorti, Télérama, le critique de Télérama a quand même écrit « C'est la séquence de Barbier la plus hilarante de l'histoire du cinéma, après Le Dictateur ». Oui. Je ne sais pas qui joue le rôle de qui, compare, mais non, mais c'était un moment formidable. C'était Wade Walton, c'est vrai, j'avais oublié son nom, il s'appelait Wade Walton, et il était célèbre dans le coin, le Singing Barber, The Singing Barber. Donc après ce film, Mississippi Blues, tu vas revenir à la fiction avec un film français jusqu'au globule qui s'appelle Un dimanche à la campagne. Et après Un dimanche à la campagne, c'est la grande aventure de Autour de minuit qui est quasiment le principe inversé de Mississippi Blues. D'un côté, des Français en balade dans le sud des États-Unis, et Autour de minuit, c'est un Américain à Paris. Est-ce que tu peux nous raconter la genèse de ce film ? Oh oui, c'est facile, je l'ai raconté tellement de fois que c'est presque de l'écriture, de la parler automatique. Non,
je pense que dans la vie d'un cinéaste, il y a des hasards, mais en fait, quand on y réfléchit, c'est pas des hasards, c'est des hasards qui devaient arriver. Avec Pierre Essian, on avait travaillé plusieurs fois sur des films qu'avait produit Irwin Winkler, à l'époque où il était associé avec Robert Chartoff. On s'était occupé de Point Blank, de On achète bien les chevaux, de Léo The Last. On avait travaillé sur ces films et Winkler, notamment, qui était celui avec qui on avait le plus de contact, avait été super content, puisque pratiquement Léo The Last de John Borman, qui est un film formidable, a été un beat dans tous les pays du monde, y compris un beat critique, et n'a été un succès relatif qu'en France, et surtout un gros succès critique, dont on est peut-être un peu responsable. Donc Winkler était resté très fidèle, chaque fois qu'il passait par Paris, il s'appelait, et je me rappelle, c'était un dimanche, il veut qu'on déjeune, il me demande... les Américains me créditaient d'une autorité quant au choix des restaurants, et j'avais sans arrêt De Niro, Harvey Keitel qui m'appelait pour me donner des noms de restaurants et tout ça. Donc il me dit où est-ce que je voudrais qu'on déjeune ensemble, quel est un restaurant ouvert le dimanche, et je pense il y avait un restaurant, il y avait une brasserie, la Porte Maillot, qui était, dont j'avais un très très bon souvenir, et qui est toujours très très bonne, et qui était ouverte le dimanche. Donc je donne rendez-vous là. J'y avais dîné avec Elia Kazan, avec pas mal de gens, et je savais que ce genre de nourriture très française plaisait aux Américains. Et on se retrouve avec Martin Scorsese. Et on discute, comme ça, tous les trois. Et à un moment, Winkler nous dit, parce que lui raconte l'histoire de manière différente, mais je pense qu'il a tort. Je pense que là-dessus, j'ai une meilleure mémoire que lui. Il nous dit, qu'est-ce que, si on vous laissait choisir un projet, si on vous disait, voilà, vous avez la possibilité de faire un film, vous pouvez choisir votre sujet, qu'est-ce que vous proposeriez? Martin Scorsese, Martin parle de la dernière tentation du Christ. Et moi je dis, voilà, moi j'aimerais bien faire un film qui parte, j'ai le souvenir d'une photo de Lester Young, qui est assis sur un lit, dans un hôtel parisien, l'hôtel Louisiane. Il est assis sur un lit, puis il a un regard perdu dans le vide, et j'aimerais savoir ce qu'il regarde. Et j'aimerais savoir ce qu'il se pense, et j'aimerais savoir comment il est arrivé là. Et partir peut-être pas de Lester Young, on invente un personnage de fiction, mais un musicien de jazz, comme il y en a eu beaucoup, qui sont venus à Paris à la fin des années 50 et dans les années 60. Et le lendemain ou le surlendemain, Winkler me rappelle, il me dit, est-ce que vous étiez sérieux quand vous parlez de ce sujet? Et je dis, oui, j'étais tout à fait sérieux. Il dit, mais écoutez, on va essayer d'écrire un scénario. Et là, il a financé un scénario. Ce qui était, c'était un truc incroyable, sans contacter de studio, sans se faire payer. Il l'a fait d'ailleurs des tas de fois dans la vie. Rocky est un des exemples. Un scénario entièrement financé par lui, à fond perdu. Sans major, sans accord préalable. Et après, il le soumettait à un major. Même Raging Bull a été... Et je lui dis, je voudrais retrouver, moi, David Rayfield, avec lequel je me suis très très bien entendu, c'est un homme que j'ai adoré lors de La Mort en direct. Et David me dit, ah, si on doit venir travailler à Paris, je suis partant. Voilà, donc David arrive, et on part de rien. On n'a rien. Ce que tu évoquais, c'est un cadre, mais il n'y avait pas de dramaturgie. Il n'y avait pas de dramaturgie, donc on va tâtonner pendant... Là, je n'ai pas une très bonne mémoire des dates, je ne sais pas combien de temps, mais on va beaucoup tâtonner avec David. On va essayer d'écrire la vie de deux musiciens, et puis tout d'un coup, il y a un truc qui est frappant, c'est que les musiciens de jazz se parlent très peu. Ils sont hyper économes dans leurs paroles, ils communiquent tellement pendant qu'ils jouent qu'ils sont... la
côté, les personnages de Pinter, c'est des héros, c'est des gens hyper loquaces. Ils sont... Et en plus, ils sont fermés quant au rapport humain. Ils ne parlent pas de trucs personnels. Donc il faut trouver autre chose. Et je me dis, on s'en sort pas. Alors on a pensé avec un metteur en scène un musicien et un metteur en scène qui est en train de faire un film en France qui est un type du style de John Barry, qui a été mis sur la liste noire. On ramène des histoires, on a un peu quelques histoires, que Barry devait tourner ses films. Alors c'était des scènes cocasses, hein. Son premier film, en tous les cas, il devait le tourner en prenant un pseudonyme. Et puis surtout, dès qu'il y avait un journaliste américain qui venait sur le plateau, Barry devait disparaître, et il allait dans les toilettes, il se cachait, et il y avait son assistant Jacques Naoum qui venait le retrouver dans les toilettes pour lui dire, et après le plan qui suit, qu'est-ce qu'on fait? Et donc il passait quelquefois des demi-journées dans les toilettes. À mettre en scène des toilettes. À mettre en scène le film qui se passait un peu plus loin, il ne pouvait pas, lui... Et puis on se dit, quel rapport il peut avoir, et puis en même temps, on a du mal à trouver une dramaturgie. Et on tombe un jour, dans le cadre de recherche, sur Francis Paudras. Francis Paudras est un fanatique de jazz, qui s'est pris d'un amour inouï pour Bud Powell, le pianiste Bud Powell, et le voyant dans un état terrible, Bud, qui était sans doute le plus grand pianiste de jazz qui a jamais existé, a été un moment arrêté par la police, ils lui ont tapé dessus, ils l'ont mis dans l'hôpital Bellevue où il a été soumis à un traitement psychiatrique extrêmement dur, avec des bains glacés, et quand il est sorti, selon tous les gens, selon Art Blakey, il n'a jamais retrouvé exactement le niveau qu'il avait avant, qui était inouï, et petit à petit, l'alcool aidant, la dépression aidant, et le fait qu'il était... Et Paudras s'en était occupé, Paudras l'avait hébergé, avait essayé, avait même fait enregistrer des disques, souvent sur des pianos pas accordés, etc., qu'il a ensuite fait publier. Et je me dis, mais là j'ai un rapport formidable. J'ai un rapport formidable entre quelqu'un qui n'est pas musicien et un musicien. C'est la seule manière qu'on puisse parler de musique, puisque le musicien parlera très peu, mais j'ai quelqu'un qui va parler pour lui, qui va être là. Mais alors, j'ai été clair avec Paudras, je ne voulais pas refaire l'histoire de Bud Powell, parce que d'abord, Bud Powell était un type qui pouvait passer 3 jours sans dire un mot. Et ça, c'était un héros qui était très dur à mettre en scène. C'est un type qui est muré dans sa solitude. Il passait même pour un moment pour demeurer, tellement il était prostré, tellement autiste. Et alors, je trouve qu'il fallait l'adopter. Puis je revenais à l'idée de Lester Young, qui était quelqu'un, au contraire, qui avait inventé un langage formidable. On lui doit, paraît-il, à Lester Young, le fait que c'est lui qui aurait trouvé le surnom de New York, The Big Apple. Il appelait tout Lady, Lester Young, une table, une chaise, les gens, un homme, Lady, etc. Il avait ce sens de l'humour très très hip qui lui faisait dire à un moment, quand on l'avait emmené sur la tombe du soldat inconnu, il avait regardé le soldat inconnu, Gilles Soldat Inconnu, 1914-1918. Il avait dit non seulement il était inconnu, mais en plus il était très jeune. Mort à 4 ans. Oui, ce qui était, je trouve, très très drôle. Tu as cette idée finalement de transformer le personnage de Powell, d'en faire un saxophoniste. Mais oui, tout de suite, puis je me dis, un pianiste, c'est très emmerdant à filmer. C'est emmerdant, il n'y a que les doigts sur le piano. Un saxophoniste, c'est formidable à filmer. Et donc on part à la recherche d'un saxophoniste, et c'est... Alors, je vois des films d'amateurs. Je crois que Paudras avait filmé Dexter Gordon, et il me fait une impression formidable.
Et un jour, le pianiste Henri Renaud, avec qui j'étais très lié, pianiste de jazz, merveilleux pianiste de jazz français, très très sous-estimé et qu'on a un peu trop oublié, qui a joué un rôle très important, à Columbia, où il a fait éditer énormément d'œuvres formidables. Chez Sony, oui. Et Henri Renaud me dit, on a repéré, on sait où il est revenu à New York. Dexter qu'on avait perdu, il est revenu à New York. Il n'était pas comédien, c'était un risque. Pas du tout, c'était un risque énorme, mais en le voyant, ces films, alors j'ai rencontré entre-temps, avec David, on est allé trouver Sonny Rollins, et on s'est dit, il est trop en bonne santé, il y a une énergie chez Sonny Rollins, où on a vu Archie Shepp, et j'étais pas sûr de son charisme de comédien, Archie Shepp. J'étais pas sûr, ça c'est l'instinct qui voulait parler. Il y a quelqu'un que j'aurais dû tester, et à qui je n'ai pas pensé, qui est Wayne Shorter. Mais Dexter, je trouve que les gestes de Dexter qu'il y avait dans ce documentaire, sa manière de bouger les bras, sa manière de présenter le saxophone, son saxophone au public, l'humour avec lequel il présentait les morceaux, tout ça m'a beaucoup attiré. Comment il mouille son lange, l'embouchure. Oui, tout ça. Et je voulais que... Moi, j'avais été... Comment dire? Je ne peux pas critiquer Robert De Niro dans New York, mais je vois qu'il n'est pas musicien. Je le vois. Il n'écoute pas les autres. Il a appris parfaitement les gestes qu'il faisait, mais je me dis, et c'est une chose dont on parlait avec Michael Powell. Michael disait, seul un musicien peut jouer un musicien. Pour avoir un sentiment de vraie par rapport vérité. à tout d'un coup un sentiment dans le regard. C'est pas quelqu'un va mimer les gestes sur un archer parfaitement. Mais c'est surtout dans le jazz, dans le classique, c'est peut-être plus facile. Mais le jazz, où tout dépend de ce que tu écoutes autour, de rapport que tu as avec les autres, c'est quelque chose que tu ne peux pas jouer. Et je me suis dit, ça valait le coup de le tenter, donc on est parti, j'avais emmené mon fils, là on est parti à New York, et on a pris un rendez-vous chez Dexter, dans l'appartement, il vivait dans un appartement qui était sur la 43e rue, qui était un de ces appartements que la mairie de New York donnait aux artistes dans le besoin, qui était un appartement assez beau, et quand sa femme, Maxine, nous a dit, il va arriver, et quand il est sorti de la chambre et qu'il est venu vers moi avec sa démarche chaloupée, je me suis dit, c'est lui. Il marche bebop. Il marche. Et Nice m'a dit, est-ce que tu crois qu'il va vivre jusqu'au tournage? Parce qu'il donnait une impression d'être sous claquant. Ah oui, il donnait l'impression d'être mourant, mais c'est vrai, il le donnait, ça a été la peur de beaucoup de gens dans la Warner, qu'ils étaient qu'il n'allait pas survivre. Et en fait, il y a plusieurs personnes que j'ai rencontrées sur le film, dont la comédienne Liliane Revers, qui je pense a eu une grande histoire d'amour avec lui, qui m'a dit, derrière son côté comme ça, lymphatique, paresseux, comme ça, ses gestes, cette impression, c'est un survivant. Il va en enterrer plein. Il va en enterrer plein de ceux qui pensent qu'il va mourir là. Et c'est vrai qu'il a vécu longtemps après le tournage, 6 ans, en faisant des concerts partout dans le monde. C'est-à-dire qu'il est reparti pour une dernière carrière. Voilà comment ça s'est passé. Et ça a été le début d'un rapport absolument extraordinaire avec, et de cette idée. Mais on en parlait à un moment avec Winkler qui me disait, on était quand même cinglés de prendre ce risque. On a pris un risque de prendre... Mais le film est une suite de prises de risques inouïes que personne, en tous les cas personne dans la presse n'a su analyser lors de la sortie. Ne serait-ce que l'idée que j'ai imposée, que tout allait être enregistré en direct. Au lieu de faire du playback, tous les 9/10 des films de jazz, c'est du playback. C'est, bon, évidemment, Bird, c'est obligatoire. Mais quand vous faites des films, les gens prennent des disques et puis ils jouent sur du playback. Là, c'était très facile.
J'avais énormément de disques de Dexter, donc je pouvais avoir les droits. Et moi, il me semblait que c'était trahir l'esprit du jazz. Il fallait que je prenne les mêmes risques qu'eux, et l'un des risques, c'était qu'il ne soit pas en forme un soir, qu'il ne joue pas très bien, qu'il ne sache pas refaire les notes qu'il faisait, parce qu'il était épuisé, fatigué, et que ça fasse partie de la dramatisation du film. Voilà, mais enregistré en direct, sur un 32 pistes, ça posait un nombre de problèmes inouïs. Et en studio, en plus. Et Winkler m'a dit, vous n'y arriverez pas, on n'a jamais pu le faire sur New York, New York. Et on l'a fait. On l'a fait. La totalité de la musique est enregistrée en direct. Et l'interprétation de Dexter est extraordinaire. Extraordinaire. Alors, avec des moments problématiques, c'est-à-dire pas des moments problématiques, des rapports, quelquefois qui étaient difficiles, enfin qui étaient chaotiques, mais en même temps, avec quelque chose qui est passé, il s'est mis l'équipe française dans la poche, Dexter, y compris des gens qui ne parlaient pas anglais, qui étaient devenus ses adorateurs. Des adorateurs. C'était formidable. Est-ce que tu es d'accord qu'on voit une séquence du film? Vas-y, madame, quand tu veux. D'accord. À vos ordres. Yes, sir, yes. On va voir une séquence magique, vous allez voir la présence de Dexter Gordon, qui a disparu. François Cluzet, donc, qui joue le rôle du personnage inspiré de Baudras le cherche. Il le retrouve comme ça, assis dans la rue, dans les immondices, et il va lui souffler les paroles d'un standard qui s'appelle Autumn in New York. C'est un moment de grâce, et c'est aussi dans le film le premier moment où, par la magie du récit de Bertrand et du montage, il y a deux temporalités qui se mélangent à travers le présent et le futur, à travers un film en 16 mm. On regarde cette séquence de tournage. Non, oui, c'est une erreur, parce qu'elles sont magnifiques. Elles sont magnifiques. Hein. De mélanger c'est une belle séquence, et Cluzet est formidable en ce moment-là. Les plans d'écoute, alors lui, c'est des plans d'écoute magnifiques. Magnifiques. Et quand tu revois, notamment en l'occurrence cette séquence aujourd'hui, le film date de 86, on est en 2016, il y a 30 ans. Je referais exactement la même chose. Oui. Je referais la même chose. Je trouve que la photo de Bruno de Kayser est splendide. Je pense que c'est magnifiquement éclairé. Et puis le passage, je trouve que le passage on saute de la temporalité présent, futur, et puis ces plans comme ça, documentaires de Dexter marchand avec la petite Bérangère, ouais. La main dans la main, cette immense part, cette toute petite fille, c'est hyper touchant, Et le raccord sur la cigarette, il fume, avec la fumée dans le faisceau du projecteur, Gordon fume à l'image. Oui, comme ça, je trouve que c'est assez élégant, et c'est émouvant, puis son jeu. Et oui, bien sûr, au départ, les gens disaient que Dexter n'a pas la forme qu'il avait quand il avait. Mais je trouve que c'est un film qui ne se posait pas ce genre de questions, où les gens qui le posaient l'abordaient comme des puristes. C'est-à-dire, puisque c'est la vie d'un type formidable, il faut qu'il soit formidable tout le temps. Non, il y a des moments où il faut prendre en compte qu'il était moins en forme, qu'il arrivait à moins jouer de notes, et ça me touche. Et cette manière de jouer, d'abord il y a le son inimitable, ça, le timbre, le velouté, cette manière de jouer qui fait que c'est la vraie transition entre Coleman Hawkins et John Coltrane. Et puis ce début des sonorités, ces sonorités bop, ces harmonies bop, et c'est comme Lester Young, les derniers morceaux de Lester Young, oui bien sûr, il n'est pas au sommet de sa forme, mais il y a une émotion, cette façon de frôler l'erreur, d'être pas tout à fait toujours dans une super justesse, ça donne une émotion. Les derniers morceaux, la clarinette de Lester Young, sont déchirants, et ça compte mieux que la perfection, ça, c'est l'émotion. Et là, le jeu de Dexter, mais c'était difficile. Quand vous êtes jugé par des critiques de jazz qui souvent s'arrêtent à qui ont parfois une mentalité ils sont les gardiens de leur art, ils ont un petit peu ce qu'on dit comme des gardiens de square, quoi. Je veux dire, il ne faut pas marcher sur l'herbe. Ouais.
c'est pas du tout la question que je voulais te poser. Bon, mais c'est pas du tout celle à laquelle je voulais répondre. On se croirait encore à un débat pour la primaire. Oui, oui. Non, je vais te demander, est-ce qu'aujourd'hui, avec 30 ans de recul, tu as la conscience que Rock Midnight, Autour de minuit, tout comme Bird, sont deux films qui ont permis à une nouvelle génération, à l'époque et depuis, de découvrir ce qu'était le bop? Je ne compte pas de gens, j'ai cessé de compter le nombre de gens qui m'ont dit qu'ils ont redécouvert le jazz. Moi, de musiciens, des dizaines de musiciens qui m'ont dit que ce que ce film leur a apporté. Je pense que c'était un film qui était, et sans parler, récemment une chose qui m'était jamais venue à l'idée. Et c'était à New York, alors il y avait une cérémonie pour ce film à l'université de Columbia, et il y a un très grand historien du jazz américain, un historien noir, qui a dit, écoutez, ce film est aussi important que c'était la première fois dans les films sur le jazz qu'on a un héros noir. Tous les films avant étaient faits sur des jazzmen blancs. Et là, c'est le premier. Et c'est pas un Américain qui l'a fait, c'est un Français qui a fait le premier film où le créateur est un noir américain, et qu'il est de bout en bout. Il n'est pas comme Ellington ou Armstrong qui venaient faire une séquence dans des films en vedette invitée, mais quand on parlait de Glenn Miller ou de Benny Goodman ou de Artichaut, de gens comme ça, qui sont par ailleurs de très 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 bons musiciens, mais tous les films sur le jazz aux États-Unis étaient faits sur des blancs, tous. Et là, c'était le premier, et je pense que c'est, alors sans fausse gloriole, que c'est à cause de ce film que Clint Eastwood a fait Bird. Il me l'a dit à un moment, il a dit, écoutez, si un Français est capable d'imposer un film comme ça, moi, qui suis aussi un très grand amateur de jazz, je vais être capable de faire un film sur... Mais sa démarche est radicalement différente. Lui, c'est un vrai biopic, mais d'ailleurs, c'est un très très beau film. Moi, je cesse de tomber sur des gens qui essayent d'opposer les deux films, et j'ai toujours refusé de rentrer dans cette guerre. Il me semble que les deux films sont vraiment... Et j'aime énormément le film d'Eastwood, mais il a fait, lui c'est du playback, il a fait même... C'est un comédien qui joue le rôle de acteur. Mais qui est super bon, super bon, mais c'est pas tout à fait la même chose que... Moi j'ai eu des moments qui sont uniques, hein, que tout d'un coup que m'a amené Dexter, des gestes comme ça que jamais j'aurais pu écrire. Alors, il y a un autre film qu'il faut absolument évoquer aujourd'hui, qui est le film qui clôt un peu ce triptyque américain, c'est que 25 ans après Mississippi Blues, tu retournes dans le sud des États-Unis, dans un état voisin, limitrophe, qui est la Louisiane, mais cette fois-ci c'est plus du documentaire, c'est une fiction adaptée d'un roman de James Lee Burke qui s'appelle Dans la brume électrique avec les morts confédérés, avec un personnage de flic, Dave Robichaud, joué dans le film par Tommy Lee Jones. Et d'ailleurs, tu disais souvent à l'époque que pour toi, ce personnage, c'était un peu une sorte de cousin des personnages, mettons, de Noiret dans La vie et rien d'autre, oui. Des personnages de Toreton dans Ça commence aujourd'hui, par exemple, de Besace dans Alcée 127, des personnages qui ne se résignent pas, qui ont un goût du combat et qui devant un obstacle, qui cherchent à le surmonter à tout prix. Et comment est-ce que la musique doit traduire, en l'occurrence dans La brume électrique, ce mouvement extérieur et intérieur? Alors, je voulais d'abord qu'il y ait des morceaux typiquement louisianais. Les Américains ont une approche alors très floue de ça, puisque dans la précédente, il n'y a eu qu'un seul film avant, où on voit Dave Robichaud avec James Baldwin, et la musique est entièrement composée par des artistes du Mississippi. B.B. King, etc., qui sont des gens qui vivent à 900 km, et pour les gens de la Louisiane, c'est pas du tout la musique de la Louisiane. Et ils avaient pris ça comme une hérésie. La musique de la Louisiane, en grande partie, ce qui c'est le zydeco, qui est un mélange de musique créole, de musique française, de blues, etc., où il y a l'accordéon, il y a des instruments. Donc il y a une partie de cette musique-là, on la voit, on l'entend dans le film, et j'ai utilisé même... certains de chanteurs célèbres comme Clifton Chenier, à un moment, de Coming Home. Et puis, je voulais une musique alors qui ne soit pas de la fausse musique cajun.
Et j'ai demandé au compositeur que j'admire énormément, qui était Marco Beltrami, que j'ai pris à cause de sa partition pour Les Trois Enterrements et pour 3h10 pour une mois, l'horrible remake du film de Dave, mais où la musique est la seule chose il faut mieux acheter le disque plutôt que voir le film. Je lui ai parlé, d'ailleurs il était hyper content, il disait que c'est la première fois dans sa carrière où quelqu'un lui demandait de travailler avant que même qu'un scénario soit complètement terminé. Et il est parti assez frais en Louisiane, étudier les instruments cajuns, etc., voir ce qu'il pouvait en tirer et voir comment il pouvait les intégrer dans une composition qui reprenne certaines harmonies du folklore de la Louisiane, mais qui ne soit pas du tout une copie, en le mélangeant à des instruments modernes, à des percussions, voire à des instruments électroniques, de faire tout un mélange, et il a réussi quelque chose, je trouve, de tout à fait extraordinaire. Ça a été une entente merveilleuse avec Marco, qui est un homme délicieux, très très fin, ça a été vraiment une de mes j'ai eu de nombreuses grandes rencontres en musique, et celle-là a été une des plus belles. Alors on a choisi pour illustrer ce film une séquence, vous allez le voir, qui possède une architecture très particulière, en 3 temps. C'est-à-dire que la séquence est encadrée par la musique de Marco Beltrami, mais au milieu, en musique de source, en l'occurrence c'est le son d'un autoradio, dans le véhicule de Tommy Lee Jones, il y a une vraie chanson cajun qui s'appelle « J'ai passé devant ta porte », oui. Michael Doucet. C'est ça, Michael Doucet, qui est que j'ai été écouter chanter. Michael Doucet, qui est un chanteur formidable, un chanteur cajun absolument formidable. Et vous allez le voir, parce qu'il y a un accident comme ça. Tommy Lee Jones a un accident, donc il y a une interruption brutale, comme un coup près de guillotine de la chanson de J'ai passé devant ta porte. Et là, la musique de Beltrami revient et va nous faire passer là aussi, on parlait de monde parallèle tout à l'heure, là aussi c'est un monde parallèle parce que c'est la première apparition dans le film des fameux soldats. Des confédérés, c'est tout d'un coup la rencontre entre un détective de la Louisiane actuelle et des soldats de la guerre de sécession. Et notamment commandé par le général John Bellwood, qui est joué par Lee Von Helm. Ça, c'est une idée de Tommy Lee Jones, qui était le batteur de Bob Dylan, qui a travaillé dans énormément de groupes de The Band, et qui avait le batteur de The Band, et qui était un type tout à fait, il était space, formidable, d'une douceur, d'une gentillesse, avec son immense chien, c'était formidable, Lee Von Helm. Et bien voilà donc cette séquence, donc Beltrami, Michael Doucet, retour à Beltrami, cette architecture comme ça, en 3 temps, dans la brume électrique tavernier. Magnifique. Et ça, c'est un très très beau dialogue, je crois repris presque mot pour mot du livre de Burke. Je crois qu'il y a un ajout de Tommy Lee Jones, il y a une phrase de Tommy Lee Jones qui a contribué un peu à le condenser. C'était une scène, pour moi, il fallait que je la réussisse parce que c'était tout le pari du film. Il fallait qu'à un moment, le personnage rentre dans le monde des fantômes. Il fallait pas. Alors, j'avais tout de suite prévu, il ne fallait pas que ces fantômes soient filmés comme s'ils étaient des fantômes avec des effets spéciaux, avec des objectifs déformants. Il faut qu'ils aient l'air quotidien, il faut qu'ils aient l'air très très quotidien. Et le fantastique a l'air réaliste. C'est un fantastique réaliste. Je trouve que c'est en effet, John Bellwood était le général sur lequel comptait Lee à la fin, et qui, pour lancer la dernière offensive de la guerre de sécession, après la bataille de Gettysburg, qui a, pour le Sud, malheureusement échoué. Mais voilà, et puis il sait qu'il est au courant que Tommy Lee Jones, lui, s'est battu au Vietnam. Et donc il y a un rapport entre les deux hommes, et je trouve qu'on est passé là, qu'on passe dans une série d'univers, dans une manière très très rapide. Alors ça a été un tournage tout à fait extraordinaire, difficile à un moment, quand Tommy Lee Jones sort du camion, parce que là c'était un des moments où il avait bu. Dans la vie. Dans la vie. Il est arrivé bourré ce jour-là. Il est assez gentil. Il boit. Voilà, il boit, oui.
donc il a commencé par lui parler longuement de ses rapports avec la personne qui faisait ses bottes, et qui faisait, c'était des Mexicains qui faisaient ses bottes, qui faisaient les bottes de son père et de son arrière-grand-père, c'était la même famille, donc pendant 3 quarts d'heure, il m'a raconté la vie des fabricants de bottes. Et puis alors après, il arrive comme ça, il dit, mais là, les gens ne vont pas du tout croire que je peux... C'est le Bayou-Teche qui se trompait de Bayou. On n'était pas du tout dans le Bayou-Teche, là, c'était pas le même. Je ne peux pas traverser pour aller de l'autre côté, les gens ne vont jamais y croire, et il nous emmène dans un endroit, à 100 mètres de là, il dit, c'est là qu'il faut qu'on traverse. Et il y a Bruno de Kayser qui avait tout éclairé, qui dit, c'est impossible, ça m'a pris déjà 3 heures, je n'ai pas le temps, et en plus, c'est très plat, l'endroit où il amène, c'est dans une forêt, c'est très moche. Et je dis à Tommy Lee, mais de toutes les façons, les gens vont pas se poser de questions, parce que vous contournez le camion, il n'arrivait pas à comprendre le plan. Et vous disparaissez, et vous rencontrez des fantômes. Donc le réalisme, le fait que d'abord vous ne traversez pas, parce qu'il pensait que je voulais qu'il avance tout droit dans l'eau, et je voulais qu'il disparaisse. Moi. Et le réalisme, il est... Et alors là, l'histoire des fantômes, ça a joué. Il a dit, peut-être que vous avez un point là, et finalement, il a fait le truc, sauf qu'il insistait sur un truc, il dit, je veux jeter dans l'eau mon téléphone portable parce que je veux faire une déclaration de principe très forte contre le téléphone portable. Donc, il prend, on l'entend, le plouf, et les gens de l'équipe plongeaient derrière pour récupérer à chaque fois, parce que c'était un truc qui coûtait très cher. Et là, mais je ne sais pas si quelqu'un peut sentir que dans le geste, il y a une déclaration de principe contre le téléphone portable. Et la société de consommation. Oui, et là, pour lui, c'était hyper important. Il dit, est-ce que vous avez vraiment vu mon geste avec le téléphone portable? C'était un truc très très important. Le bruitage est très fort. Quand on oui, voit la séance. Et le mixage est génial de cette scène. Ça, c'était ma rencontre avec le mixeur Olivier Dehomme, qui a fait un travail avec un son direct sublime, qui était d'un très très grand ingénieur du son que j'avais en direct, là, tous les sons de crapauds buffles, d'insectes qu'on a pu obtenir, qui sont absolument formidables. Et ce qui est magnifique, je ne sais pas si vous l'avez ressenti, c'est comment, dans la fin de la séquence, la musique de Beltrami finit par se fondre dans les bruitages du bayou et disparaît complètement derrière le discours de Levon Helm. Alors, c'est le seul cas où je n'ai pas eu un musicien au mixage, parce que, étant donné que j'avais une bagarre avec le producteur avait interdit à Beltrami de me parler. Ce qu'il a tout de suite enfreint, quand il est arrivé à Paris pour faire la musique de Mesrine, on a dîné ensemble, le premier soir il est arrivé, et il m'a dit, voilà, j'ai pas le droit de te parler, mais voilà ce que j'ai fait. J'ai enregistré tous les instruments sur une piste séparée, ce qui fait que tu peux adapter ton mixage, jouer, si on n'est pas, parce que je ne connais pas tes longueurs, mais comme ça tu seras libre de jouer, de prolonger un morceau avec les pistes, plus j'ai enregistré 2 morceaux complets qui n'étaient pas prévus pour la version américaine, et là-dedans tu pourras piocher. Et une partie de ce morceau, c'est ce qu'on entend avant qu'on entende la chanson, c'est quand le camion commence à partir, Tommy Lee Jones monte dans le camion et qu'on le voit apparaître sur la digue. Ça, c'est un morceau spécial, supplémentaire, que m'avait enregistré pour moi Marco Beltrami. Alors, malheureusement, je vois le temps qui file, et vous savez qu'on va se retrouver tous autour de Bertrand, juste à l'étage, pour une séance de dédicace à la librairie Harmonia Mundi, donc, qui est redescendue là, juste à la sortie de la salle. J'aurais encore des tas d'extraits. J'aurais voulu qu'on voit juste l'ouverture comme un cadeau du dernier film de Bertrand, de son documentaire, Voyage à travers le cinéma français, que vous pouvez voir toujours en salle, mais hélas, les heures rétrécissent, parce que, en fait, on a installé un piano sur la scène, parce que figurez-vous que Bertrand, depuis déjà maintenant 6 mois, s'est remis au piano. Et donc, il a décidé... Accompagné par Stéphane, qui chante. Oui. Hélas, je ne chante plus qu'en période de grande sécheresse. Et Bertrand va donc nous interpréter Le Chapeau de Zozo, un des succès de Maurice Chevalier. Donc, tu peux pas y aller? Non. Je suis un peu... Pas depuis la sortie de François Hollande. D'accord.
tout fout le camp. Hollande ne se représente pas et Bertrand Tavernier refuse de jouer à la Philharmonie. Alors, dans ce cas, on va voir est-ce qu'il y aurait dans la salle un pianiste au talent prometteur. Monsieur, peut-être, là-haut. Hélas, non, parce qu'il est déjà 18h, on doit lâcher la salle à 18h15. Monsieur, peut-être. Venez. Oui, vous, venez. Oui, venez. Vous êtes pianiste? Non, le monsieur qui est derrière, peut-être. Allez, on doit y aller là. On aurait eu le temps de montrer la séquence. Non, mais il y a quelqu'un qui est peut-être pianiste qui descend. Venez, oui. Ah, il y a des problèmes de goutte, apparemment. Venez, monsieur. Il va enlever son manteau. Je sens qu'on ne va pas quitter la salle à 18h15. Alors. Allez, venez, montez. Le reconnais-tu? Je vous demande d'applaudir Jean-Michel Bernard. Jean-Michel Bernard, qui est le fils caché de Bill Evans et de Charlie Oleg. Non, je plaisante. Qui vraiment est un sublime pianiste et qui est un aussi bon pianiste que compositeur. Vous avez peut-être entendu sa musique, notamment sur 3 films de Michel Gondry. Il a démarré quasiment enfant avec Ray Charles sur scène pendant 3 ans. Et dans l'album consacré à la musique du documentaire, aux musiques du documentaire de Bertrand Tavernier, il a fait une très très belle version, de relecture à sa façon de la musique de Bruno Coulet au piano seul. Et il se trouve que quand il a su que Bertrand serait là aujourd'hui, Jean-Michel a tenu à être là avec nous pour lui faire une petite surprise ou dédicace musicale. C'est exact? Oui, je peux. Prends un micro peut-être. Monsieur Bertrand. Oui, je ne vais pas jouer, enfin si je vais jouer ce dont on avait parlé, Oui. Mais une petite surprise, tu sais que je joue jamais ce que tu me demandes de jouer. C'est la trappe de ma vie. Oui. Voilà, donc là c'est quand même en honneur de Bertrand. Donc, bon, il y a, avant de terminer par le morceau qu'on a décidé, n'est-ce pas? En fait, il y a quelques morceaux que vous allez peut-être reconnaître. Bertrand, je pense que... Donc en fait, c'est un quiz musical dont le candidat est là face à vous. On encourage Jean-Michel.
Voilà, c'était le premier medley de l'histoire à réunir Georges Delerue, Antoine Duhamel, Georges Ramparis, Jean Vienner, Alain Romance, Thélumus Monk, j'en oublie peut-être, Philippe Sarr, Philippe Starr, qui a quand même écrit une des plus belles mélodies au cinéma. Les choses de la vie qui termine le film de Bertrand. Voilà, donc Jean-Michel et Bertrand, on peut vraiment les remercier chaleureusement.